Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des aspects les plus sombres et les plus fascinants de la justice médiévale, le sort de ceux qui étaient déclarés hors la loi, des hommes et des femmes qui, par décret des autorités, perdaient toute protection légale et devenaient les proies légitimes de tout citoyen prêt à les traquer. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Imaginez-vous marchant dans une forêt dense de l'Angleterre du XIIIe siècle. Le soleil pénètre à peine la canopée des arbres et le silence n'est rompu que par le chant lointain des oiseaux et le craquement des branches sous vos pieds. Vous êtes seul, ou du moins vous le croyez, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne traversez pas n'importe quelle forêt. Vous traversez un territoire où les règles communes de la société ne s'appliquent pas, où des hommes désespérés se cachent dans l'ombre, fuyant un destin que beaucoup considéraient comme pire que la mort elle-même. Ces hommes n'étaient pas de simples criminels ordinaires. Ils étaient les proscrits, les bannis, ceux que la loi avait abandonnés. Et leur histoire est bien plus complexe et terrifiante que les légendes populaires ne nous le font croire. Quand nous pensons aux hors-la-loi médiévaux, notre esprit évoque souvent des images romantisées de bandits nobles, d'archers habiles vêtus de vert, qui volaient aux riches pour donner aux pauvres. Ces histoires, transmises de génération en génération, ont transformé des figures sombres en héros populaires, symboles de résistance contre la tyrannie. Mais la réalité derrière ces légendes était très différente. Être déclaré hors la loi dans l'Europe médiévale ne signifiait pas simplement être recherché par la justice. Cela signifiait être complètement effacé de l'existence légale, transformé en quelque chose de moins qu'humain aux yeux de la société. Pour comprendre véritablement la terreur de cette condition, nous devons d'abord comprendre comment fonctionnait le système juridique médiéval. Dans les sociétés du Haut Moyen Âge, la loi n'était pas seulement un ensemble de règles abstraites appliquées par des institutions lointaines. C'était le tissu même qui maintenait la communauté unie, le contrat invisible qui garantissait la protection mutuelle entre les membres d'une société. Être dans la loi signifiait appartenir, avoir des droits, être reconnu comme un être humain digne de protection. En être exclu équivalait à une mort civile, une annihilation sociale complète qui transformait la personne en proie. Le processus par lequel quelqu'un devenait un hors-la-loi variait selon l'époque et le lieu, mais suivait des schémas reconnaissables dans toute l'Europe médiévale. En Angleterre, par exemple, le chemin vers la proscription commençait souvent par une convocation judiciaire. Si un individu était accusé d'un crime grave et refusait de comparaître devant le tribunal local, les autorités émettaient des convocations successives. Chaque refus aggravait la situation de l'accusé. Après 3 absences ou plus, selon la juridiction, le tribunal déclarait formellement cette personne comme hors la loi. À partir de ce moment, sa vie changeait à jamais de manière irréversible. Dans l'Angleterre médiévale, les tribunaux utilisaient une expression latine qui capturait toute la brutalité de cette sentence, caput lupinum. Ces mots, qui signifient littéralement que la tête du condamné serait comme celle d'un loup, portaient des implications dévastatrices. Le juriste anglais Henri de Bracton, écrivant au XIIIe siècle dans son ouvrage sur les lois et coutumes de l'Angleterre, expliquait que les proscrits portaient la tête du loup, ce qui signifiait qu'ils pouvaient être tués sans aucune enquête judiciaire ultérieure. Tout comme un loup était considéré comme un prédateur dangereux que tout villageois avait le devoir d'abattre en le rencontrant, le hors-la-loi était réduit à la condition d'animal sauvage, une menace à éliminer sans pitié ni hésitation. Cette comparaison avec le loup n'était ni accidentelle, ni purement symbolique. Dans les sociétés germaniques et anglo-saxonnes, le loup occupait une place particulière dans l'imaginaire collectif. Il était vu comme l'antithèse de la civilisation humaine, une créature qui vivait dans les espaces sauvages, au-delà des frontières de la communauté ordonnée. En déclarant qu'un criminel portait une tête de loup, les autorités médiévales faisaient une déclaration profonde sur la nature de cette personne. Elle avait perdu son humanité en violant les normes sociales et appartenait désormais au monde des bêtes, non au monde des hommes. Certaines preuves historiques suggèrent que dans des temps encore plus anciens, cette association était ritualisée de manière littérale, les criminels étant expulsés de la communauté avec une tête de loup attachée au cou, forcés d'errer dans les déserts comme les créatures auxquelles ils avaient été identifiés.
Les conséquences pratiques d'être déclaré hors la loi étaient immédiates et dévastatrices. Au moment où la sentence était prononcée, le condamné perdait tous ses droits légaux. Ses propriétés, ses terres et ses possessions étaient confisquées par la couronne ou par le seigneur féodal. Tout l'argent qu'il possédait devenait la propriété des autorités. Ses liens familiaux, bien qu'ils ne fussent pas formellement dissous, devenaient extrêmement dangereux pour toutes les personnes impliquées. Car la loi médiévale ne punissait pas seulement le proscrit lui-même, mais aussi toute personne qui osait l'aider dans sa fuite ou sa survie. Il était strictement interdit de fournir aux hors-la-loi les nécessités les plus élémentaires de l'existence humaine. Leur donner de la nourriture était un crime passible d'une punition sévère. Leur offrir un abri était un crime tout aussi grave. Même leur fournir de l'eau ou leur permettre de se chauffer à son feu était considéré comme une aide illégale à un criminel fugitif. Toute personne transgressant cette interdiction risquait de subir de sévères punitions, y compris la possibilité d'être elle-même déclarée hors la loi. Ainsi, la proscription n'isolait pas seulement le condamné, mais créait un vide autour de lui, une zone d'exclusion qui englobait tous ceux qui pourraient ressentir de la compassion pour sa situation. Même les membres de la famille proche, parents, enfants, frères et sœurs, conjoints, étaient confrontés au terrible choix entre abandonner leur être cher à son sort ou risquer de partager son destin dans l'ombre de la forêt. L'aspect le plus terrifiant de la condition de hors-la-loi était peut-être la vulnérabilité physique totale qu'elle imposait. Si quelqu'un rencontrait un proscrit et décidait de le tuer, il ne ferait face à aucune conséquence légale pour cet acte. En fait, tuer un hors-la-loi était souvent considéré comme un acte méritoire, un service rendu à la communauté et à l'ordre social. Dans certaines juridictions, des récompenses officielles étaient offertes pour leur tête, encourageant les citoyens ordinaires à devenir des chasseurs d'hommes. Mais les proscrits n'étaient pas seulement traqués par des citoyens ordinaires en quête de récompense ou mus par un sens du devoir civique. Les autorités féodales maintenaient des systèmes d'application de la loi qui poursuivaient activement ceux qui avaient été placés hors de la protection légale. En Angleterre, le shérif, dont le titre dérivait de l'expression anglo-saxonne « shire reeve », signifiant l'administrateur du comté, était le principal responsable du maintien de l'ordre et de la capture des criminels fugitifs. Le shérif avait l'autorité de convoquer le posse comitatus, une force d'hommes armés du comté qui pouvait être réunie rapidement pour poursuivre les criminels. Lorsqu'un hors-la-loi notoire était identifié dans une région donnée, le shérif pouvait mobiliser des dizaines, voire des centaines d'hommes pour fouiller les forêts, examiner les villages et surveiller les routes à la recherche du fugitif. Outre les shérifs, il y avait les baillis, des officiers opérant à des niveaux plus locaux, responsables de l'exécution des ordres judiciaires et de la capture des suspects dans leur juridiction. Les connétables furent également progressivement incorporés au système d'application de la loi, supervisant les veilles nocturnes et coordonnant les efforts de recherche dans leur paroisse. Tout cet appareil était à disposition pour traquer ceux qui avaient été déclarés hors la loi, et la brutalité avec laquelle ces officiers opéraient souvent était notoire. Les proscrits capturés vifs pouvaient être exécutés sommairement par les shérifs ou les baillis sans nécessité d'un nouveau procès, car leur sentence de proscription équivalait déjà à une condamnation à mort ouverte. Face à de telles circonstances, il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi de nombreux proscrits fuyaient vers les forêts et les régions sauvages, des lieux où la portée des autorités était plus limitée et où les chances de survie, bien que précaires, étaient plus grandes que dans les zones peuplées. En Angleterre, des forêts comme Sherwood, qui s'étendaient sur environ 100 000 acres au XIIIe siècle, couvrant environ 1/5 de tout le comté de Nottinghamshire, offraient un refuge à ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. La couverture dense de chênes et de bouleaux, parsemée de clairières de bruyères et de pâturages sauvages, offrait des cachettes et des ressources à quiconque savait vivre de la terre. La route principale reliant Londres à York traversait Sherwood, et les voyageurs qui s'y aventuraient étaient souvent à la merci des bandits qui vivaient au-delà des limites de la loi. C'est dans ce contexte que nous devons situer les légendes de bandits qui volaient aux riches pour donner aux pauvres. Les véritables proscrits n'avaient d'autre choix que de vivre de manière que la société considérait comme criminelle,
car ils étaient complètement exclus des moyens légitimes de subsistance. Chasser dans les forêts royales, qui étaient réservées aux rois et à la noblesse, devenait une nécessité de survie. Voler les voyageurs était souvent la seule façon d'obtenir des provisions de base, comme de la nourriture, des vêtements et des outils. Et bien que de nombreux proscrits fussent probablement simplement des hommes désespérés, essayant de survivre un jour de plus, certains ont pu distribuer une partie de leurs gains illicites à des paysans sympathisants qui leur offraient des informations ou une assistance discrète. De ces sombres réalités sont nées les graines des légendes héroïques que nous connaissons aujourd'hui dans les ballades et les histoires populaires. L'histoire de la proscription ne se limite pas à l'Angleterre médiévale. Ce concept juridique avait des racines bien plus anciennes et se manifestait sous différentes formes dans toute l'Europe. Les Romains, dont l'influence a profondément façonné les systèmes juridiques européens, avaient leur propre concept d'exclusion légale. Le homo sacer, qui peut être traduit par l'homme maudit ou sacré, était une figure du droit romain archaïque qui occupait une position paradoxale dans la société. Cette personne pouvait être tuée par n'importe qui sans que le meurtrier ne commette de crime. Mais en même temps, elle ne pouvait pas être sacrifiée lors de rituels religieux. C'était un être exclu, tant de la communauté humaine que de la communauté divine, suspendu dans un limbe juridique terrifiant entre la vie et la mort sociale. Plus courante et documentée était la peine romaine connue sous le nom d'Aque et Ignis Interdictio, l'interdiction de l'eau et du feu. Cette sentence, qui date au moins de la période républicaine romaine, interdisait à tout citoyen de fournir aux condamnés les éléments les plus fondamentaux nécessaires à la vie humaine. L'eau pour boire et le feu pour cuisiner et se chauffer étaient refusés aux condamnés, rendant sa permanence sur le territoire romain virtuellement impossible. En pratique, l'interdiction fonctionnait comme un ordre d'exil forcé. Le condamné devait quitter les terres romaines ou faire face à une mort certaine par privation ou par la main de tout citoyen respectant l'interdiction de ne pas lui fournir d'aide. Parmi les peuples germaniques qui habitaient le nord de l'Europe, la proscription a pris des formes particulièrement sévères. Dans les systèmes juridiques germaniques primitifs, la peine de mort telle que nous la connaissons, une exécution formelle conduite par l'État, était notablement absente. À sa place, la plus sévère des punitions était la déclaration de proscription, connue dans différents contextes sous le nom de Friedlosigkeit, la perte de la paix ou acte, le bannissement. Être déclaré friedlos signifiait littéralement perdre la paix de la communauté, être exclu du pacte social qui garantissait la protection mutuelle entre les membres de la société. Des siècles plus tard, le terme Vogelfrei est apparu dans le contexte germanique, signifiant littéralement « libre comme un oiseau ». Cette expression, qui initialement pouvait porter des connotations positives de liberté et d'indépendance, a pris avec le temps un sens beaucoup plus sinistre dans le vocabulaire juridique. Être Vogelfrei signifiait avoir les mêmes droits légaux qu'un oiseau sauvage, c'est-à-dire aucun. Tout comme n'importe qui pouvait chasser un oiseau sans en subir les conséquences, n'importe qui pouvait faire de même avec une personne déclarée Vogelfrei. Certains récits historiques indiquent que les corps des proscrits exécutés étaient laissés à l'air libre pour être consommés par les oiseaux de proie, une expression littérale et macabre de la signification du terme. Dans la Scandinavie viking, la proscription était connue sous le nom d'Outlectid en vieux norrois et jouait un rôle central dans le système juridique des assemblées connues sous le nom de things. Dans l'Islande médiévale, il existait deux formes principales de proscription. La petite proscription condamnait le coupable à 3 ans de bannissement, après quoi il pouvait théoriquement retourner dans la société. La proscription complète, appelée skogangar, littéralement « aller à la forêt », était une sentence permanente qui transformait le condamné en un skogarmadr, un homme de la forêt perpétuellement exclu de la communauté humaine. Parmi tous les proscrits célèbres de l'histoire scandinave, peu ont eu un impact aussi durable qu'Éric Thorvaldsson, plus connu sous le nom d'Éric le Rouge. Né en Norvège vers 950, Éric hérita de son père tant un tempérament violent qu'une tendance à s'attirer des ennuis avec la loi. Lorsque son père fut exilé de Norvège pour homicide, toute la famille s'installa en Islande en quête d'un nouveau départ. Mais l'histoire allait se répéter. En Islande, Éric se maria et établit une ferme, mais son génie explosif le mit bientôt en conflit avec ses voisins.
Des disputes sur des propriétés et du bétail dégénérèrent en affrontements violents, entraînant la mort de plusieurs hommes de la main d'Éric. Vers 982, l'Assemblée du Thing islandais prononça sa sentence. Petite proscription pour 3 ans. Refusant d'accepter passivement son sort, Éric décida d'utiliser son exil forcé pour explorer des terres qui avaient été vaguement aperçues à l'ouest. Pendant 3 ans, il explora la côte sud-ouest d'une grande île, découvrant des fjords protégés avec des vallées étonnamment vertes et des pâturages adaptés à l'élevage du bétail. Lorsque sa période de bannissement prit fin, il retourna en Islande avec des récits enthousiastes sur la terre qu'il avait trouvée. Avec une ruse caractéristique, Éric donna à cette terre le nom de Groenland, terre verte, bien qu'une grande partie fût couverte de glace. Selon les sagas, il choisit ce nom car il pensait que les gens seraient plus disposés à s'y rendre s'ils portaient un nom attrayant. Sa stratégie fonctionna. Éric réussit à rassembler une flotte de 25 navires chargés de colons, de leurs biens et de leur bétail. Seuls 14 navires arrivèrent à destination, les autres s'étant perdus dans des tempêtes ou ayant été forcés de rebrousser chemin, mais les survivants établirent les premiers établissements norrois permanents au Groenland. Le proscrit, qui avait été expulsé de 2 communautés pour ses crimes, gouvernait désormais une terre entière. Son fils Leif Erikson explorerait encore plus loin vers l'ouest et deviendrait le premier Européen à fouler le continent nord-américain. La proscription d'Éric le Rouge, qui aurait pu être sa destruction, devint paradoxalement le catalyseur de l'une des plus grandes expéditions exploratoires de l'ère médiévale. Tandis que des explorateurs comme Éric transformaient leur exil en opportunité, la plupart des proscrits affrontaient des destins bien plus sombres. Sans les ressources ou la détermination nécessaires pour entreprendre des voyages épiques à travers des mers inconnues, la plupart des bannis erraient aux marges de la société, toujours en fuite, toujours affamés, toujours craintifs. Ceux qui parvenaient à survivre le plus longtemps le faisaient généralement en formant des bandes avec d'autres proscrits, des groupes d'hommes désespérés qui unissaient leurs forces pour une protection mutuelle et pour mener des attaques coordonnées contre des voyageurs ou des villages isolés. La vie quotidienne d'un proscrit médiéval était marquée par des privations constantes. Sans accès à un abri adéquat, les bannis dormaient dans des grottes, sous des arbres ou dans des abris improvisés de branches et de feuillages. La nourriture était toujours rare, obtenue par le braconnage, la cueillette de fruits et de racines sauvages ou le vol. L'hiver était particulièrement brutal, de nombreux proscrits succombant au froid, à la faim ou aux maladies. Outre les difficultés physiques, il y avait le tourment psychologique de l'isolement. Les proscrits vivaient en sachant que toute personne qu'ils croisaient pouvait être leur assassin. Ils ne pouvaient faire confiance à personne, car la récompense pour dénoncer ou tuer un proscrit pouvait être trop tentante. À mesure que le Moyen-Âge avançait et que les systèmes juridiques européens devenaient plus sophistiqués, la pratique de la proscription commença graduellement à décliner. Le renforcement du pouvoir royal centralisa l'administration de la justice. Le développement de systèmes carcéraux offrit des alternatives à l'exclusion totale de la société. L'influence de l'Église, avec son accent sur la possibilité de repentir et de rédemption, contribua également à modérer certaines des pratiques les plus extrêmes de la justice séculière. Cependant, la proscription ne disparut pas complètement. En Angleterre, elle resta techniquement disponible comme option légale jusqu'à une date étonnamment tardive. Le cas notable de William John Banks, un membre du Parlement qui fut déclaré hors la loi en 1841 pour s'être absenté de son procès, démontre que le mécanisme était encore opérationnel au XIXe siècle. Ce n'est qu'en 1879 que la proscription civile fut formellement abolie en Angleterre. La proscription criminelle, déjà obsolète en pratique, fut officiellement retirée des statuts anglais en 1938. Il est fascinant de contempler que cette punition médiévale a techniquement survécu jusqu'à l'ère de l'automobile, de la radio et du cinéma. Les histoires des hors-la-loi médiévaux continuent de nous fasciner précisément parce qu'elles touchent à quelque chose de fondamental dans la condition humaine. La peur de l'exclusion, de l'abandon, d'être coupé des liens qui nous relient aux autres êtres humains est l'une des peurs les plus profondes que nous puissions éprouver. Les proscrits médiévaux ont vécu cette peur sous sa forme la plus extrême, transformés par la force de la loi en loups parmi les hommes, traqués et craints,
forcés d'exister dans un limbe terrifiant entre la vie et la mort. Leurs histoires, qu'il s'agisse de bandits légendaires, d'explorateurs comme Éric le Rouge ou des innombrables anonymes qui ont simplement péri dans les forêts sombres, nous rappellent toute la valeur inestimable de l'appartenance. Lorsque nous contemplons l'histoire de la proscription, nous sommes confrontés à la fragilité des liens sociaux que nous considérons comme acquis. La civilisation, avec ses lois, ses institutions, ses protections, est une construction humaine qui peut être retirée aussi facilement qu'elle est accordée. Les hommes du Moyen-Âge le comprenaient de manière viscérale, car ils vivaient dans un monde où la frontière entre l'ordre et le chaos était ténue et constamment menacée. Au terme de notre voyage à travers l'histoire de la proscription médiévale, ce qui demeure est une appréciation renouvelée de la complexité de la justice humaine et de la précarité de notre appartenance à la communauté. Les hors-la-loi de l'ère médiévale étaient des personnes réelles qui ont affronté des circonstances terribles. Leurs histoires nous rappellent que la loi peut être à la fois un bouclier protecteur et une épée punitive. Et peut-être, en contemplant leur destin, pourrons-nous valoriser un peu plus les liens invisibles qui nous maintiennent connectés les uns aux autres, les liens qui transforment une collection d'individus en une communauté. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce récit sur les hors-la-loi de l'ère médiévale, des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'ombre de l'histoire, traqués comme des loups, libres comme des oiseaux condamnés. Si ce voyage à travers le passé a éveillé votre curiosité et enrichi votre compréhension de la tapisserie complexe de l'histoire humaine, vous savez exactement quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations dans les couloirs oubliés du temps. Laissez votre j'aime comme signe que cette histoire a trouvé un écho en vous et partagez dans les commentaires vos pensées, vos questions, vos propres découvertes sur cette période fascinante. Chaque abonnement, chaque mention j'aime, chaque commentaire est comme une torche allumée dans l'obscurité du passé, éclairant des chemins pour que plus de personnes puissent parcourir ces histoires avec nous. À la prochaine aventure et que la loi soit toujours en votre faveur.